Bonjour à tous. Laurent Nunez répond aux députés sur le budget de la sécurité. Police, sécurité civile, moyens des forces de l'ordre, chaque ligne de dépense est passée au crible. Pour soutenir Hémicycle, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En recevant M. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, pour évoquer l'exécution budgétaire de la mission sécurité. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Hop. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc c'est un plaisir pour moi d'être, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un plaisir pour moi d'être devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour rendre compte de la façon dont la gestion 2025 s'est déroulée au ministère de l'Intérieur. Donc je vais essayer de restituer le plus fidèlement possible les événements alors que j'ai été nommé ministre de l'Intérieur le 12 octobre 2025. Si je devais qualifier la gestion 2025 du ministère de l'Intérieur, je dirais qu'elle a été placée sous le signe de la responsabilité financière dans un contexte de baisse du déficit public et de l'engagement opérationnel. Bien que la loi de finances pour 2025 se soit inscrite pleinement dans la trajectoire définie par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, avec une augmentation de 820 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2024, l'exécution des crédits en gestion a conduit le ministère à participer aux efforts de maîtrise du déficit public. Cet effort financier s'est élevé au total à 720 millions d'euros et s'est structuré en deux temps. D'abord, le ministère de l'Intérieur a fait l'objet d'une allocation de crédit à hauteur de 187 millions d'euros en autorisation d'engagement et 180 millions d'euros en CP, en crédit de paiement, dans le cadre du décret du 25 avril 2025, dont 77 millions d'euros en AE et 52 millions d'euros en CP pour la mission sécurité qui nous occupe donc aujourd'hui. Ensuite, dans le cadre de l'élaboration du schéma de fin de gestion, le ministère de l'Intérieur n'a pas sollicité d'ouverture de crédit et pris sous plafond les dépenses non programmées initialement d'un montant de 540 millions d'euros. Le financement des dépenses engagées dans le cadre de la gestion de la crise suite au passage du cyclone Chido, d'une part, donc à Mayotte, 192 millions d'euros, mais également de Garance à La Réunion, 3,4 millions d'euros. Par ailleurs, la sécurisation en Nouvelle-Calédonie à hauteur de 184,3 millions d'euros, l'hébergement des bénéficiaires de la protection temporaire ukrainien à hauteur de 63 millions d'euros, le surcoût lié à la saison feu de très haute intensité qui a été connu lors de l'été dernier, 42 millions d'euros, le paiement de la condamnation de l'État en raison des dommages subis au cours des émeutes de 2024 à l'issue des premiers jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, afin de limiter la constitution d'intérêts moratoires à hauteur de 31,2 millions d'euros. Et enfin, les économies non réalisées liées aux amendements Kasbarian abandonnés in fine lors de la négociation du projet de loi de finances pour 2025, donc à hauteur de 23 millions d'euros. Donc cette prise sous plafond a notamment été permise grâce au décalage de dépenses liées à la période des services votés, et puis à une relocation importante des crédits entre les missions budgétaires du ministère de l'Intérieur, en particulier un renforcement financier de la mission sécurité à partir du programme 216, conduite et pilotage des politiques de l'intérieur de la mission administration territoriale générale de l'État, en raison notamment du décalage de paiement des factures de certains programmes immobiliers, en particulier du site unique de la DGSI. Une opération de fongibilité asymétrique de 30 millions d'euros. Enfin, grâce à un pilotage très fin, notamment de la fin de gestion, permettant un taux de consommation finale de 99,76% pour un délai global de paiement de 12,4 jours. Cette gestion extrêmement responsable a permis au ministère de l'Intérieur de poursuivre les investissements structurants, notamment donc le lancement de la réhabilitation de la caserne de Babylone, le renouvellement et le renforcement du programme de vidéoprotection de la préfecture de police de Paris, le PVPP, la finalisation de la restructuration du commissariat de Béziers, de la construction des commissariats et hôtels de police d'Amiens, de Valenciennes ou encore d'Angers, la conduite du projet Universel, les acquisitions immobilières pour le 4e régiment d'instruction et d'intervention de sécurité civile, la création d'hébergements à la caserne du Glacis du Fort de Vence, la poursuite du développement de l'outil de traitement de données hétérogènes, OTDH, ou encore l'acquisition de moyens mobiles au profit de la police nationale à hauteur de 3 462 véhicules et de la gendarmerie nationale à hauteur de 4 554
véhicules. Pour finir, il convient de relever que le pilotage étroit de la consommation des crédits en fin de gestion a permis au ministère de poursuivre la réduction du montant des reports de charges engagés en 2024. Ce volume représente 123,6 millions fin 2025 contre 132,4 fin 2024, soit une baisse de 6,6%, ce qui correspond eu égard à l'importance du budget du ministère à un niveau frictionnel. Je souhaiterais finir mon propos introductif en vous disant quelques mots sur l'exercice financier actuellement en cours. Pour mémoire, le budget de l'Intérieur s'élève en 2026 à 24,6 milliards d'euros, soit une augmentation de 419,5 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2025, et un schéma d'emploi qui a été arrêté à 1610 ETP. Qui est associé à ces crédits budgétaires, afin notamment de renforcer la police nationale dans ses composantes judiciaires et police aux frontières, ainsi que la gendarmerie nationale pour la poursuite de la création des 239 nouvelles brigades annoncées par le président de la République. Le lancement de la gestion 2026 a de nouveau été marqué par le régime des services votés, conduisant ainsi le ministère à faire preuve de maîtrise dans les dépenses, ce qui s'est traduit par des avis favorables du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, permettant la mise à disposition de 25% des crédits autorisés nécessaires à la couverture des besoins initiaux du ministère. La gestion 2026 va permettre de poursuivre l'amélioration de la qualité du service rendu au public, ainsi que des conditions de travail des agents du ministère. Je pense notamment au plan d'investigation que j'ai annoncé le 26 février dernier, à l'acquisition prochaine de 2 nouveaux Canadair, à la poursuite du renforcement de l'immobilier de la gendarmerie nationale avec la poursuite des travaux préparatoires à la réhabilitation du site de Satory, ou encore à la réhabilitation de la caserne de Chauny. La poursuite du plan CRA avec l'engagement des CRA de Wassel et de Béziers, ou encore l'engagement de projets immobiliers de la police nationale tels que les hôtels de police d'Aulnay-sous-Bois et d'Épinay-sur-Seine pour la Seine-Saint-Denis, ou encore de Sarcelles pour le Val d'Oise. La gestion 2026 sera également marquée par des dépenses exceptionnelles, à savoir à ce stade la sécurisation du G7 à Évian du 15 au 17 juin prochain, ainsi que la poursuite de la sécurisation à haut niveau de la Nouvelle-Calédonie. En raison de la situation internationale et du soutien nécessaire au secteur impacté, notamment par l'augmentation des prix du carburant, des mesures de régulation budgétaire sont à l'étude et seront prochainement communiquées pour ce qui est donc du PLF 2026. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire. En rappelant que cette gestion 2025, je redis ce que je disais en tout début de mon propos, elle a été placée à la fois sous le signe de la responsabilité financière et néanmoins d'un engagement opérationnel maintenu à haut niveau. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Bien, on va commencer. On a une formulation maintenant qui a un peu changé, c'est-à-dire on a entre les rapporteurs, présidents, 10 minutes, puis les principaux groupes, où on vous pose des questions, on vous donne la réponse, on pose des questions, le tout devant tenir dans 10 minutes. Donc avec des réponses, si possible, calibrées à peu près dans le temps des questions. Alors je commence, j'en ai 4 pour ma part. Ma première question porte sur la sécurité civile et la lutte contre les incendies. Le programme dédié numéro 161 affiche une surexécution massive de plus 55%, qui s'explique notamment par de graves incendies particulièrement virulents, voire même des méga-feux. On se souvient de celui l'an dernier dans l'Aude. Pour y faire face, vous avez dû dépenser 123,3 millions d'euros de crédit en plus de ce qui était prévu dans le budget, allant même au-delà de la réserve de précaution. Le problème, ce n'est évidemment pas d'avoir dépensé pour faire face aux besoins, ça c'est nécessaire bien entendu. Le problème selon moi, c'est que le budget initial n'était pas suffisant et que ces 55% de surdépenses en sont la preuve. Alors que notre pays connaît, je cite Météo France, un épisode de chaleur inédit, historique et exceptionnel qui ne devrait pas s'arrêter là, puisque nous sommes dans une année de super Niño, sans même compter la question du réchauffement général. J'aimerais avoir votre éclairage sur les points suivants. Qu'est-ce qui exactement explique les 55% de surdépenses l'an dernier ? Est-ce exclusivement lié aux incendies ? Est-ce lié à un épisode caniculaire en particulier, vu qu'il y en a eu plusieurs, Qu'est-ce qui nous garantit que les moyens budgétaires en 2026 vont être suffisants et qu'on ne va pas faire face au même problème ? Parce qu'à la fin, si vous voulez, si ça s'accumule, ça posera un problème de sincérité budgétaire sur cet aspect-là des choses. Je vous passe la parole.
Moi, Monsieur le Président, j'ai un surcoût. Moi, j'ai un surcoût de 42 millions, donc au dossier lié au feu de forêt. C'est vrai qu'on a été confronté à une saison de feu à très haute intensité. Pour mémoire, je rappelle qu'on a eu 16 300 feux en 2025, dont 17 principaux qui ont été supérieurs à 100 hectares. Et au total, 3 400 hectares ont été détruits. Près du tiers de cette superficie est due au seul incendie de Ribaute dans l'Aude. Sur le surcoût donc, qui est de la saison du feu élevé, on budgète un niveau de saison d'intensité moyenne au regard de la saison passée. Voilà, donc là on était confronté à un épisode important d'incendie et de feu de forêt qui explique le surcoût que vous chiffrez. Voilà. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste? Je dis ça parce qu'il y a eu un printemps de l'évaluation qui a été très intéressant avec votre prédécesseur il y a 2-3 ans, où on a commencé à poser le problème des moyens des sapeurs-pompiers en dehors des départements qui d'habitude étaient touchés par les incendies, qui pouvaient cette fois-ci l'être plus du fait du réchauffement, et ça avait donné lieu à des modifications budgétaires dans le PLF. Est-ce que vous croyez que tout ça est réaliste par rapport à ce qui est en train de se passer? Et malheureusement, là encore, pas seulement dans les départements d'habitude concernés par les incendies. Alors, d'abord, je comprends la différence de surcoût entre la vôtre et la mienne. C'est que dans la vôtre, il y a aussi Chido, apparemment, donc le surcoût lié à Chido. Donc pour les feux de forêt, donc c'est le montant que je vous disais. Et donc la pratique, c'est toujours d'aligner on aligne les prévisions par rapport à la moyenne de l'année passée. Donc pour le PLF 2026, on est évidemment à un niveau supérieur. Voilà. Ok. Ma deuxième question porte sur la cybersécurité. Rien qu'en 2026, en l'espace de seulement un mois, et pour parler selon de l'État, 2 cyberattaques majeures ont réussi contre une administration de votre propre ministère, l'Agence nationale des titres sécurisés, et le ministère de l'Éducation nationale contre EduConnect. À propos de l'année passée, la Cour des comptes est assez alarmiste. Elle parle d'une ambition affichée dans le champ du numérique sans traduction dans la programmation qui fait peser un risque de décrochage des forces de sécurité intérieure. Je cite la Cour des comptes. Les moyens disponibles ne représentent, selon la Cour des comptes, que 2,3% des crédits de votre ministère et sont en réalité même sous-exécutés de près de 30%. Autant dire qu'à la fin, il ne reste plus grand-chose. Ma question est donc la suivante. Pourquoi les moyens de sécurité numérique, qui sont déjà minimes, n'ont été utilisés qu'aux 2/3 des crédits mis à votre disposition? Et est-ce que vous pouvez nous garantir qu'à l'avenir, il y ait une souveraineté totale sur les moyens numériques, notamment utilisés par votre ministère? Alors, Monsieur le Président, d'abord sur ces sujets, donc nous, sur la sécurité numérique, on s'organise évidemment de manière à monter en puissance sur ces sujets. Il est parfois compliqué d'ailleurs de déterminer la somme exacte qu'on consacre à la sécurité numérique, puisque tout n'est pas dans le budget des services. On a une grande partie qui est dans le programme 216 aussi. Donc voilà. Donc c'est parfois compliqué pour nous d'identifier les sommes qu'on alloue à cette sécurité numérique. Je veux dire quand même qu'on a renforcé, nous, la programmation numérique des forces de sécurité intérieure, conformément d'ailleurs la Cour des comptes appelle à cela également dans son rapport, et on a mis en place différents outils de pilotage, dont la création d'un SGA dédié à la sécurité numérique. Il est important par ailleurs aussi de souligner 2 choses que je voudrais dire sur ces sujets numériques. La programmation est toujours plus compliquée. C'est pas comme de l'immobilier, le numérique. Immobilier, on a un bâtiment à construire, on a un coût, on l'évalue. Le numérique, ça évolue. Ce sont des choses qui évoluent en permanence. Les cibles évoluent en permanence. Bon, ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, sur les attaques informatiques, tout ne repose pas dans les dépenses qu'on va mettre en place dans la sécurité numérique. Les attaques que vous avez citées, Monsieur le Président, sont directement imputables à des facteurs humains. Je veux le redire. Ce sont des facteurs humains. Je pense notamment à l'attaque qui a rendu possible la pénétration dans des fichiers importants de souveraineté comme le FPR, pour ne parler que de ce fichier ou du TAJ, mais c'est aussi ce qui s'est passé dans d'autres attaques que nous avons subies, et notamment celle qui a frappé l'ANTS. Donc ce sont des facteurs humains, des protections qui n'ont pas été activées, voilà. Donc tout ça c'est en cours d'investigation, mais il me paraît important de le signaler, et ce ne sont pas forcément les process de sécurisation qui ont été mis à mal. En revanche, ça nous a conduit évidemment à renforcer significativement nos process, et notamment à généraliser la double authentification. Et sur l'assurance de la souveraineté sur nos outils?
l'assurance de la souveraineté sur nos outils. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, on utilise des choses j'ai qui compris. partent pas à l'étranger. J'ai compris. Et vous savez, Monsieur le Président, que j'ai été directeur général de la sécurité intérieure, donc je crois comprendre à peu près à quoi vous faites allusion. Je ne doute pas de votre réponse. Non, la sécurité des outils, elle est garantie. Le choix, quand un de mes prédécesseurs, comme DGSI, avait fait ce choix, c'était un choix qui était lié aux produits qui étaient disponibles sur le marché. Et donc, l'outil en question permettait de traiter, offrait des capacités de traitement de données hétérogènes dans des conditions optimales. Il n'y avait pas de produits similaires sur les marchés souverains, les français et européens. Et donc, le choix a été fait à l'époque. Il a été reconduit, mais je peux vous confirmer que l'ambition et l'objectif, c'est bien de parvenir à l'utilisation d'outils souverains. Voilà. Donc, un contrat a été renouvelé. Le temps que se mette en place un des projets que j'ai cité justement dans le rapport d'exécution comme devant se développer, qui est le projet OTDH, l'outil de traitement des données hétérogènes, qui a vocation à se substituer à tous ces outils de traitement de données hétérogènes, et qui d'ailleurs est devenu un outil interministériel en fait maintenant. On a énormément de services de renseignement qui s'y intéressent, et pas que ceux du ministère de l'Intérieur. Voilà. Ok, 2 questions subsidiaires. D'abord sur la formation de la police et la gendarmerie. L'an dernier, je m'inquiétais déjà du manque de moyens dans la formation, notamment contre le racisme et les discriminations. En 2025, la question de la formation est restée prégnante. On compte 9625 départs réels de la police nationale en 1 an, si bien que la Cour des comptes toujours affirme qu'il faut redimensionner un outil de formation pour la police et pour la gendarmerie. Quelles actions dans ce sens ont été amorcées l'an dernier? Quelles sont vos orientations? Et j'ajouterai une question à la question. Le projet de loi repoussé à l'automne 2026, qui est censé élargir les compétences des maires et des polices municipales, sur lequel, pour ma part, je m'oppose, mais ce n'est pas là la question, ne risque-t-il pas d'aggraver cette tendance au départ au sein de la police nationale, migrant vers des polices municipales? Il y aurait alors évidemment un double risque pour l'égalité face à la tranquillité publique sur le territoire national. Sur la formation donc à la lutte contre le racisme et à la lutte contre la discrimination, on a en formation continue et en formation initiale des programmes qui sont des programmes à la fois en police et à la fois en gendarmerie qui existent. J'ai reçu récemment un certain nombre il y a des interventions qui ne se font plus, notamment celle de la LICRA, pour des raisons de crédit. Donc j'ai reçu le président de la LICRA récemment et je me suis engagé à essayer de voir si nous pouvions réintroduire les interventions qui se déroulaient, qui ont été interrompues uniquement pour des raisons de baisse de crédit du FIPD, je tiens à le préciser, FIPDR. Voilà. Donc mais voilà, ça reste une de mes priorités, Monsieur le Président, la formation de nos effectifs au racisme, à la lutte contre la discrimination, à identifier le phénomène, être capable de le traiter à l'accueil du public, ça reste, je vous l'assure, vraiment une priorité. Et pour le projet de loi sur les polices municipales, le départ de policiers et de gendarmes vers les polices municipales, c'est pas quelque chose qu'on constate de manière majoritaire. Moi, je constate pas de manière majoritaire, même si c'est vrai que dans l'exécution de nos schémas d'emploi, on constate qu'on peut avoir un peu plus de sorties que ce que nous avions prévu initialement, mais c'est pas forcément vers les polices municipales. Voilà. Moi, je ne crains pas qu'il y ait un attrait accru sur ce projet qui serait dû à quoi? Qui serait dû au fait qu'ils exercent maintenant des compétences judiciaires élargies, notamment, qui serait peut-être dû aussi au fait qu'on assouplit, et ça c'était une demande forte des élus, les conditions d'entrée dans l'emploi de policiers municipal. C'est-à-dire que comme vous le savez, actuellement, il faut repasser tous les tests, toutes les sélections, etc. Et dans ce projet de loi, on prévoit la possibilité d'avoir un système qui sera conçu par le pouvoir réglementaire, dans le cadre de décrets d'application, on a prévu tout un système d'équivalence. Voilà. Mais moi, j'ai pas de crainte de départ de policiers nationaux ou de gendarmes avec l'application de ce projet. Et juste une question très rapide sur les écarts de délai d'attente pour un titre entre français et étranger. J'interrogeais l'an dernier votre prédécesseur, chiffre à l'appui, en pointant l'inégalité et presque la discrimination qui est qu'en 2024, pour un français, il y a 1 à 3 semaines d'attente. Pour un étranger, plus de 3 à 6 mois d'attente. Proportionnellement, la hausse des moyens humains pour traiter les demandes est de 5% pour les titres étrangers, alors qu'il est de plus 31% pour le traitement des CNI et passeports des Français. Pouvez-vous me dire, en 2025, où en était ce problème ? Le problème pour le traitement des titres étrangers. Oui, en fait, par rapport d'une telle disparité et inégalité entre les titres pour les Français et les
titres pour les étrangers. Oui, c'est dû à une augmentation importante du volume de titres ces dernières années. Ces 15 dernières années, on a eu une augmentation extrêmement importante du volume de titres. On est à peu près 4,5 millions de titres actuellement. On était à un peu moins de 3 il y a encore en 2012. Donc, changement du système aussi d'AGDREF qui passe progressivement à l'ANEF. Donc il y a toute une mutation, un transfert qui se fait. Et l'augmentation du nombre de titres délivrés a été supérieure à l'augmentation des effectifs au ministère de l'Intérieur. Ça, il faut avoir l'honnêteté et le courage de le reconnaître. Et donc, nous avons réajusté progressivement dans les différents PLF le volume d'emploi. C'est ce qui avait d'ailleurs été fait encore en 2025, ou par des redéploiements. En 2025, on n'avait pas au schéma d'emploi, de création d'emplois de policiers, de gendarmes, comme on l'a en 2026, et on avait créé une centaine d'emplois par redéploiement, 101 pour être précis, par redéploiement, donc c'est ce qu'on a fait. Mais surtout, j'ai pris le problème à bras-le-corps, désormais, puisque je considère que ça n'est pas normal. Les délais que vous avez cités, Monsieur le Président, sont les bons. On a dépassé les 100. On a dépassé les 100 jours et je considère que ça n'est pas acceptable, puisqu'on crée des situations de rupture de droit qui peuvent être dramatiques pour les personnes, notamment pour les personnes qui travaillent, mais pas que. Donc on a j'ai décidé donc d'une allocation de 500 ETP, l'équivalent de 500 ETP, pour résorber les stocks avec des objectifs extrêmement rigoureux qui ont été fixés au préfet pour améliorer tout ça. Et puis on a modifié aussi un certain nombre de dispositifs, notamment en prévoyant la possibilité d'avoir une attestation d'instruction qui soit délivrée automatiquement et non plus manuellement. Et on a allégé la présentation des dossiers autant que faire se peut, tout en maintenant un dispositif quand même de sécurité d'assez haut niveau. Mais on a allégé un certain nombre de pièces justificatives, on a espacé l'obligation de fournir des données biométriques. Voilà, il y a eu tout un plan de renouvellement qui a été mis en œuvre ces dernières semaines. Merci. Même exercice pour Mme Constante Le Grip, qui est rapporteure spéciale des crédits police nationale, gendarmerie nationale, sécurité, éducation routière, contrôle de la circulation et du stationnement routier pour cette mission budgétaire, qui a la parole pour un temps global de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais concentrer mon propos sur l'exécution en 2025 des crédits de la mission sécurité, donc le programme police nationale, le programme gendarmerie nationale et le programme sécurité routière. Alors, l'année 2025 fut la 3e année de mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, dite LOPMI, et conformément à la programmation, la loi de finances initiale pour 2025 avait ouvert des crédits en hausse pour la mission sécurité, plus 2,7% en autorisation d'engagement et plus 3,9% en crédit de paiement. C'était un peu moins que l'année précédente, mais ça continue à être dans la dynamique prévue par la programmation. À cette hausse de la programmation budgétaire 2025 correspond effectivement une hausse dans l'exécution des deux principaux programmes que je rapporte, les programmes gendarmerie nationale et police nationale. Alors, le programme sécurité routière, qui ne représente que 0,23% des crédits de la mission sécurité, lui, est un peu le parent pauvre, entre guillemets, enfin reste en deçà de l'objectif fixé par la loi de programmation. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, les trois programmes ont totalisé 24,8 milliards d'euros de crédits paiement exécutés en 2025, contre 24,5 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 1,2%. En autorisation d'engagement, la hausse s'élève à 3,2%. Dans le détail, l'augmentation du niveau des crédits de paiement exécutés est largement portée par le programme gendarmerie, le programme 152, à hauteur de plus 262 millions d'euros, et dans une moindre mesure par le programme police nationale à hauteur de plus de 46 millions d'euros. Et le programme sécurité routière, lui, a perdu quelques 10 millions d'euros en exécution d'une année sur l'autre. Mais je tiens à saluer l'exécution en hausse, globalement, conformément à la priorité accordée par le gouvernement à nos forces de sécurité intérieure et aux objectifs de la LOPMI. Même si en 2025, les dépenses imprévues ou non évaluées initialement ont été moindres que celles que la mission sécurité avait eu à affronter en 2024, Nouvelle-Calédonie, sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, cyclone Chido en fin d'année à Mayotte, il n'en reste pas moins que le ministère de l'Intérieur doit globalement, en permanence, quotidiennement, faire face à des menaces de plus en plus intenses, de plus en plus changeantes, et c'est pour ça qu'il est important que les moyens continuent à être à la hausse. Les statistiques publiques sur l'insécurité et la délinquance publiées en janvier dernier témoignent d'une croissance importante de certaines catégories d'infractions sur l'année 2025. Les infractions liées au numérique,
enregistrées par nos services de sécurité sont en forte progression sur un an, plus 14%. Les infractions pour outrage sexuel et sexiste, elles aussi, sont en hausse de 17%. Les infractions liées aux stupéfiants progressent également nettement en 2025, que ce soit pour l'usage ou pour le trafic, plus 8%. Quant au nombre de refus d'obtempérer routiers, ils sont en hausse en 2025 de plus de 11%. À cette tendance de fond s'ajoute bien entendu la lutte contre la criminalité organisée, le maintien de l'ordre ou encore la gestion des crises. Mais je crois que nous pouvons globalement, en tout cas c'est l'idée que je porte, nous féliciter que l'exécution budgétaire en 2025 soit globalement conforme aux attentes et aux besoins, ainsi que la trajectoire définie par la LOPMI l'avait précisément définie. Parce que dans la période 2020-2025, la mission sécurité dans son ensemble aura connu une hausse très importante de ses crédits exécutés. Plus de 21,7% en autorisation d'engagement, plus de 23% en crédit de paiement. Et c'est bien la résultante de la mise en œuvre de la LOPMI, encore une fois, cet accroissement constant. Notamment, je vais insister là-dessus, les 2 protocoles pour la modernisation des ressources humaines de 2022 qui ont connu des accélérations très fortes dans les années 22, 23, 24. Et pour la police et la gendarmerie nationale, cette modernisation des ressources humaines était très importante et les objectifs quantitatifs ont été atteints, voire dépassés pour la gendarmerie nationale. Les dépenses de personnel sont même supérieures à la trajectoire qui avait été prévue par la LOPMI, malgré la stabilisation du schéma d'emploi en 2025. Alors ça m'amène à une première petite question, Monsieur le ministre. Comment faire en sorte que la croissance importante de la masse salariale, que je ne saurais contester, n'affecte pas la capacité du ministère à respecter la trajectoire d'augmentation des effectifs prévus par la LOPMI? Voilà la première question. Est-ce que vous êtes en mesure d'indiquer à la représentation nationale les prévisions de coûts actualisés de ces protocoles à horizon 2027? Est-ce que vous pouvez dire ou redire devant la représentation nationale en matière de création de nouvelles brigades de gendarmerie, d'unités de forces mobiles ou de doublement d'ici 2030, c'est l'objectif affiché de la présence des forces d'ordre sur le terrain, où en sont les différents engagements de la LOPMI. J'en profite pour évoquer rapidement, Monsieur le Président, avec votre aimable autorisation, un petit sujet que j'évoque régulièrement depuis plusieurs années dans les rapports spéciaux que je présente, c'est celui de la contribution au FPI-PHFP, l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est très important. Le non-respect de l'obligation de 6% des personnes en situation de handicap par le ministère de l'Intérieur a des conséquences en termes d'amende, entre guillemets, de pénalisation financière de l'ordre de 30 millions d'euros. Mais cette obligation d'emploi de personnes en situation de handicap vaut pour tous les effectifs de la police nationale sans aucune distinction, actifs comme personnel administratif, technique et scientifique. Et donc, il y a là une petite difficulté. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je n'ai pas encore de réponse à cette question, de faire évoluer par voie réglementaire les paramètres de cette obligation d'emploi s'agissant c'est le cas pour la police et la gendarmerie nationale, de certains métiers qui sont très spécifiques et pour lesquels il est difficile d'envisager de recruter des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, je me félicite que l'exécution de l'année 2025 traduise un effort réel de reprise pour la gendarmerie nationale. C'était très attendu, très attendu. L'augmentation des dépenses d'investissement exécutées entre 2024 et 2025 pour la gendarmerie nationale est très sensible et s'élève à plus de 294,3 millions d'euros en autorisation d'engagement et plus de 136 millions d'euros en crédit de paiement, avec une priorité accordée à l'immobilier. Et là encore, on sort de plusieurs années de grosses difficultés. Les crédits sont peut-être pas tout à fait à la hauteur des attentes et des cibles visées, mais l'effort est réel. La Direction générale de la gendarmerie nationale a indiqué dans une note d'exécution budgétaire qu'une trajectoire immobilière LOPMI annuelle a été fixée à 100 millions d'euros pour l'entretien courant et à 400 millions d'euros pour l'investissement. Bon, on n'est encore pas tout à fait là. Est-ce que vous pouvez nous redire les chiffres sur ces deux postes, entretien et investissement, entretien courant et investissement? Quel est l'état réel de l'exécution entre 2022 et 2025 pour la gendarmerie nationale? Pour la police nationale, je relève, à l'instar de la Cour des comptes, que le niveau d'engagement des crédits d'investissement est encore
un peu faible, que les autorisations d'engagement comme les crédits de paiement ont été sous-exécutés. Et donc, est-ce que vous pourriez, Monsieur le Ministre, nous faire un point sur les objectifs d'investissement dans la police, de la police, qui découlent de la LOPMI et qui sont très, très attendus par nos concitoyens et par nos policiers, bien évidemment. Je ne veux pas être trop longue sur le compte, la mission sécurité routière et le compte d'affectation spécial pour le contrôle de la circulation et du stationnement routier. Bon, les crédits sont en berne, comment dire. Je ne veux pas, encore une fois, être trop longue. Il me semble simplement que face à la hausse du nombre de tués sur les routes et des nouvelles conduites à risque, que nos forces de l'ordre sont parfaitement bien placées pour constater, protoxyde d'azote, rodéo urbain et autres comportements parfaitement délinquants. Il me semble qu'il faut qu'on retravaille un peu le sujet par-delà les masses budgétaires. Il y a peut-être d'autres capacités de mobilisation, d'autres instruments de répression plus dissuasifs et plus efficaces. Voilà, j'en termine là. Monsieur le Président, je voulais simplement, à travers vous, Monsieur le Ministre, remercier toutes nos forces de sécurité intérieure très engagées dans la sécurité des personnes et des biens, dans la protection de nos compatriotes et qui font ça avec beaucoup de professionnalisme, de motivation et je dirais dans la durée. Et j'espère que nous aurons bientôt l'occasion à l'Assemblée nationale d'examiner le projet de loi Riposte qui a été récemment adopté par le Sénat et qui tente à apporter un certain nombre d'outils et de moyens supplémentaires en termes d'action et d'opérationnalité à nos forces de sécurité intérieure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Bon, je rappelle quand même à tout le monde que les règles qu'on s'est données, c'est un temps global qui inclut les réponses du ministre. Ce qui fait que... Ah bah c'est clair. Je ne pense pas qu'il va répondre en 30 secondes. Donc allez-y, prenez le temps. Enfin, je le dis pour la suite, quoi. Bah oui, c'est pas ce qu'il m'avait dit. Là, par contre, il faut éteindre votre micro, parce que là, il ne va pas répondre. Merci. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée, de vos mots de remerciement pour les forces de sécurité. Et merci par avance de me rappeler éventuellement les questions si j'en oublie, parce qu'il y en avait beaucoup, mais qu'il faut que je les mémorise. Non, juste pour commencer sur la question de la réalisation du schéma d'emploi du doublement tel qu'il était prévu à la LOPMI, qui prévoyait 8400 ETP, donc entre 2023 et 2027. Les créations d'emplois s'élevaient fin 2025, donc à 5809, et même 7419 par rapport à l'objectif de 2400 si on intègre le schéma d'emploi 2016, qui est un schéma d'emploi à 1610, que je rappelle. Et plus précisément, pour le détail, s'agissant des forces de sécurité intérieure, si je détaille, pour la police, c'était 3850 ETP qui étaient prévus sur la période, et la réalisation est de 3078, et même 4078 si on intègre le schéma d'emploi pour 2026, qui sur les 1610 est à 1000. Donc on sera en surexécution là pour le coup de la LOPMI. Et pour la gendarmerie, c'était 3540 sur la période 2023-2027. Et on est à 2022 ETP réalisés sur la période et 2422 si on intègre le schéma d'emploi pour 2026 qui est à 400. Alors voilà pour ce qui est des emplois réalisés par rapport à la LOPMI. Alors étant entendu que justement transition pour les programmes dont vous avez parlé, les 400 dont je viens de parler pour la gendarmerie sont destinés à la poursuite du programme et du plan des 239 brigades. Donc on en a créé à peu près environ 80 en 2024. En 2025, ça a été une année blanche. En 2026, c'est 58 qui sont prévus. Et donc avec ces 400 emplois. Voilà, évidemment, je compte bien me battre pour continuer ce programme puisqu'il reste 101 unités, 101 brigades de gendarmerie à créer. Concernant l'objectif donc de doublement finalement donc des effectifs sur la voie publique, voilà, il faut y ajouter également les efforts qui ont été faits en matière de réserve opérationnelle. Je le signalais, on a des efforts importants qui ont été faits en matière de réserve opérationnelle qui vont être portés de 6 000 à 40 000 personnels en 2030 pour la police nationale, mais également les efforts qui vont être faits par la gendarmerie nationale qui est déjà à un plus haut niveau en matière de réserve, puisqu'on est déjà en gendarmerie à un volume de près de 40 000 en fait en 2025, mais l'objectif c'est d'arriver à 50 000 en 2030. Donc 40 000 en police, 50 000
en gendarmerie pour l'objectif 2030, donc ce qui est évidemment extrêmement important. Voilà pour les effectifs. Donc sur le schéma d'emploi, donc voilà, on s'y tient et on arrive à maintenir un volume assez élevé. Alors sur justement sur l'évolution des crédits T2 par rapport au hors T2, donc c'est une question que vous posiez. Donc en raison du poids de la masse salariale du ministère de l'Intérieur, c'est vrai qu'il est devenu assez habituel de dire que le ministère subit un effet d'éviction sur ses dépenses de fonctionnement et d'investissement. En effet, donc la masse salariale du ministère pour la mission sécurité, elle s'établit à 12,9 milliards en exécuté, ce qui représente une progression de 19% depuis 2020. Pour autant, cette augmentation ne s'est pas faite au détriment des dépenses de fonctionnement et d'investissement, puisque si ces dépenses de T2, elles représentent 83% des crédits consommés en 2020, elles ont été ramenées à 78% en 2025. Il n'y a pas eu, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu d'effet d'éviction au contraire même sur les crédits obtenus dans le cadre de la LOPMI, qui ont même permis d'inverser la tendance en privilégiant les conditions d'exercice des missions des FSI. Voilà, les crédits du hors T2 sont passés de 17% du budget des FSI à 22%. Et donc on a stoppé cet effet ciseau qui doit d'autant plus être souligné que l'augmentation de la dépense de la masse salariale a notamment pour origine les protocoles de modernisation des RH que vous avez cités en police et en gendarmerie. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors sur les dépenses d'investissement en gendarmerie, Perrine, j'ai plus ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait bien donc on a les montants que vous avez cités, 350 millions, 400 millions. Donc c'est un choix que nous avons fait. C'est un choix qui a été fait. Que m'a proposé le DGGN pour investir massivement dans les casernes. Alors, en entretien, en investissement exécuté, on est à 76 en exécuté, non, en gendarmerie. Entretien, voilà, sur l'entretien et sur l'investissement, c'est 295, voilà. Donc c'est 295, en exécuté sur l'investissement en gendarmerie. Et l'entretien, c'est 76. Je le disais. C'est pas grave. Ok, voilà donc là-dessus. Alors en police, sur l'exécuté, on a suivi un bon rythme, même si il a quand même fallu. Il nous faut parfois reporter un certain nombre d'engagements, voilà. Mais on a suivi quand même un bon rythme dans l'engagement, puisque un certain nombre de projets ont parfois été décalés, différés. Je pense notamment des commissariats d'un département que Monsieur le Président connaît bien, la Seine-Saint-Denis, Épinay-sur-Seine, Aulnay-sur-Bois, qui ont été annoncés déjà dans les années 2021, 2022, et qui finalement on les lance en 2026. Voilà. Donc on a repris en 2026 un nombre important de projets immobiliers. Donc j'ai cité Aulnay-Épinay, il y aura Marseille aussi, Sarcelles, Niort qui étaient en attente. Donc voilà, on arrive à suivre quand même un bon rythme, je trouve, d'investissement également en police nationale. Je pense qu'au dossier, moi j'ai la liste, je ne vais pas vous égrener la liste de tous les investissements qui ont été réalisés. Concernant la question importante du FIPHFP, donc on doit normalement un taux on doit avoir 6% de personnes qui sont en situation de handicap. Donc ça ne concerne pas, je tiens à le dire, la gendarmerie nationale, qui est sous statut militaire. On est vraiment sous le statut police nationale. Et de ce point de vue, il y a eu un changement en 2019, puisque jusqu'alors, comme vous le savez, la DGPN intégrait les agents qui étaient en situation d'inaptitude dans le calcul du quota. Et maintenant, ça n'est plus possible. Donc, on est tombé à un taux en 2024 de 2,8%, ce qui nous conduit pour la police nationale, à acquitter une contribution de 30 millions d'euros. Donc voilà, il y a toujours une réflexion qui est en cours. La Cour des comptes, d'ailleurs, l'a souligné dans son rapport, en soulignant l'impossibilité structurelle de respecter l'obligation légale, compte tenu des conditions d'aptitude qui sont fixées
compte tenu du fait qu'on ne retient pas pour le calcul du quota les personnes qui sont en situation d'inaptitude, on est structurellement confronté à une difficulté qui nous conduit à poursuivre la réflexion en interministérielle pour essayer de modifier. Voilà, on a toujours ça comme objectif, d'essayer de modifier ce calcul, même si je tiens à dire que la DGPN a fait des efforts importants en matière de politique en faveur du handicap, puisque on a connu une augmentation d'emploi de 13% pour augmenter un peu ce taux, mais ça ne nous permet pas d'atteindre le taux de 6%. Voilà. Mais au niveau des personnels, donc techniques, administratifs, scientifiques, la DGPN a fait un effort extrêmement conséquent. Sur la sécurité routière, j'avais la fiche tout à l'heure, je ne l'ai plus, pour vous donner des chiffres précis. Oui, sur l'accidentologie, donc en 2025, la mortalité a progressé de 2025, c'est plus 2% par rapport à 2024. Et elle continue d'augmenter sur les 4 premiers mois de 2026. On est à plus 8%, 1036 décès sur les 4 premiers mois, avec toujours des facteurs de vitesse d'alcool, qui nous ont conduit à prendre des dispositifs quand même de renfort du dispositif répressif, avec la création de l'homicide routier par le décret du 9 juillet 2025. Et puis, on aura aussi, dans le projet de loi de riposte, donc aussi j'espère qu'il arrivera très vite à l'Assemblée nationale, et on aura l'occasion de débattre de beaucoup de mesures qu'il contient. On a prévu également un certain nombre de sanctions supplémentaires, de peines complémentaires ou de sanctions administratives supplémentaires pour renforcer le dispositif de sécurité routière. Voilà, vous me dites si j'ai oublié. Bon, ça va aller. Bon, merci. Voilà, j'espère que le ministre de l'Intérieur ne m'en voudra pas d'avoir été laxiste avec le temps de parole qui théoriquement est imparti, et je compte sur Damien Maudet pour rétablir un peu plus la situation. Donc, qui est rapporteur spécial des crédits sécurité civile pour cette mission budgétaire, et donc de revenir à rapprocher à nouveau du temps global de 10 minutes, y compris les réponses. Merci, Monsieur Maudet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je m'adresse à vous également au nom de ma co-rapportrice Sophie Pantel, qui est malheureusement retenue en séance. Nos sapeurs-pompiers n'ont peut-être jamais été autant mobilisés sur les dernières années. Les interventions augmentent largement alors que les effectifs stagnent et que tout le système ne tient que sur le dévouement personnel des sapeurs. L'année écoulée, nos sapeurs-pompiers ont fait face à des événements climatiques très intenses, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, à La Réunion, à Mayotte, à Marseille, puis on a eu le plus grand incendie depuis les années 50 dans l'Aude. Tout cela en plus de leur mission pour pallier les défaillances du système de santé qui augmentent. Et comme nous vous avions alerté, les budgets alloués pour 2025 étaient manifestement insuffisants parce qu'il y a eu en effet 126 millions d'euros de surcoût, tout intempéries compris. Alors, quand on voit le budget pour 2026 et le fait que le gouvernement fait le choix de baisser les budgets, c'est l'incompréhension totale, Monsieur le Ministre. En effet, vous avez fait le choix d'une baisse de 25% par rapport aux ouvertures de crédits de paiement réalisées en 2025. De même pour les autorisations d'engagement, lorsque l'on enlève la commande des 2 Canadair qui ont finalement été commandés après avoir été annulés, c'est en vérité 75 millions d'euros de baisse pour les pompiers en 2026 pour le budget structurel. Tout cela sans compter que les budgets des départements qui financent les services d'incendie et de secours sont extrêmement contraints et que tous les syndicats ont fait un courrier à Monsieur le Premier ministre pour alerter sur les conditions de travail de plus en plus difficiles. Et cela s'ajoute aussi à la déception quant au trimestre de retraite, le fait que les sapeurs-pompiers volontaires attendaient 3 trimestres de retraite au bout de 10 ans et que finalement la mesure a été largement amoindrie avec un seul trimestre au bout de 10 ans et 3 maximum sur une carrière. Monsieur le ministre, alors que nous traversons une vague de chaleur historique, que cet été, comme l'été dernier et peut-être comme les prochains étés, le pays pourrait être touché par des méga-feux de plus en plus violents. Comment vous pouvez expliquer aux sapeurs-pompiers que vous avez fait le choix de diminuer les budgets pour 2026 ? Autre question. Sur 2025, seulement 70% de l'enveloppe dédiée au pacte capacitaire ont été consommés. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Également, la DGS-CGC a indiqué qu'il n'y aurait pas de nouveau pacte conclu. Est-ce qu'on peut penser que les services d'incendie de secours sont suffisamment équipés ou va-t-il y avoir de nouveaux pactes capacitaires qui pourront être conclus ? Nous souhaitons également vous interroger, Monsieur le Ministre, sur les pistes de financement pour la sécurité civile. Lors du Beauvau de la sécurité civile, il a été dit que le financement était à bout de souffle. Qu'en est-il aujourd'hui des pistes de financement ? Vous avez évoqué tout à l'heure, lors des questions au gouvernement, des pistes. Pouvons-nous avoir quelques lumières sur ces pistes ? Et qu'est-il devenu également du grand projet de loi de modernisation de la sécurité civile qui avait été promis en 2026. Et enfin, dernière question au sujet de la flotte aérienne de sécurité civile qui fait suite à notre précédent rapport sur le sujet. Le renouvellement de la flotte de Canadair est un sujet de préoccupation majeur. Si 4 nouveaux appareils ont été commandés au constructeur canadien de Havilland, leur livraison ne devrait pas intervenir avant 2030, voire 2032. Monsieur le ministre, avez-vous des informations quant au calendrier de livraison de ces appareils ? Qu'en est-il des projets européens et notamment français d'avions bombardiers d'eau qui nous permettraient de retrouver une souveraineté industrielle et opérationnelle en la matière ?
Nous consacrons désormais chaque année plus de 30 millions d'euros à la location d'aéronefs, ce qui vaut à un demi-Canadair. Quels investissements comptez-vous réaliser afin de disposer d'une flotte patrimoniale à la hauteur des défis auxquels les acteurs de la sécurité civile doivent désormais faire face? Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Alors, sur l'ensemble de ces questions, donc la baisse, le raisonnement qui consiste à sortir le budget, en réalité, il augmente. Le budget augmente. Donc, pour la sécurité civile, le programme, et on ne peut pas sortir les Canadair et considérer que le budget s'effondre. Sur les questions que vous avez posées, donc évidemment, j'ai bien connaissance du courrier que les syndicats ont envoyé au Premier ministre, qui demande effectivement qu'on puisse mettre en œuvre le plus rapidement possible maintenant les mesures du Beauvau de la sécurité civile, ce qui me permet de vous répondre en fait sur le projet de loi qui en est très directement issu, qui est en cours de préparation. Nous sommes sur les écritures. Il y a un certain nombre de dispositions qui pourraient être introduites dans des textes séparés, qui seraient distincts du projet de loi. C'est notamment les sujets qui portent sur le financement, qui pourraient être portés dans un projet de loi de finances, mais on discute actuellement avec les financeurs, et notamment l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, et donc les financeurs, pour essayer de dégager des pistes de réflexion sur le financement des SDIS, dont les dépenses en cumulé ont dépassé les 6 milliards, et donc qui est évidemment extrêmement élevé. Donc voilà, on poursuit ce travail. D'ailleurs, j'ai évoqué, vous avez raison de rappeler que j'ai répondu à une question d'actualité de votre collègue co-rapporteur cet après-midi, en indiquant également que sur le contrat territorial qui vise à organiser le secours d'urgence, à mieux coordonner le secours d'urgence dans chaque département à la main des préfets, la réflexion et l'écriture se poursuit, et il n'est pas complètement exclu, voire c'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur, qu'on ait un amendement au projet que porte Madame Françoise Gatel, pour inscrire dans le dur ces contrats territoriaux qui sont très attendus par les professionnels et par les sapeurs-pompiers, compte tenu du poids que pèse aujourd'hui le secours d'urgence. Sur le pacte capacitaire, qui avait été annoncé en 2022 par le président de la République, avec une enveloppe de 150 millions d'euros, donc dans le cadre des pactes capacitaires feux de forêt. Ces 150 millions constituent un levier significatif pour permettre aux SDIS d'acquérir des engins. Les collectivités, elles, y ont ajouté une enveloppe de 100 millions d'euros. Donc ils ont été engagés en 2023, donc les CP se sont élevés à 103,4 millions d'euros à fin 2025. Les derniers paiements aux SDIS seront en fonction des livraisons échelonnés en 2029. Donc le pacte capacitaire a permis l'acquisition, je veux le rappeler, de 1083 engins, dont 584 camions citernes feu et 136 camions citernes feu super. Donc dit CCFS. Le pacte capacitaire a permis de monter en gamme des véhicules et des économies d'échelle par la massification des achats et la standardisation qui en a résulté, notamment au niveau des cahiers des charges. Donc voilà, les économies générées sont évaluées à peu près à 25 millions d'euros. Sur ce qui vous a été dit par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, sur le fait qu'il renouvelle ou pas le pacte capacitaire, voilà, c'est une réflexion qui est en cours dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, qui est un contexte extrêmement contraint. Voilà, donc le pacte se poursuit à date, en tout cas pour le pacte initial de 2022. Sur les dates de Canadair, alors les Canadair, je rappelle qu'on en avait eu 2 qui avaient déjà été financés sur des crédits européens, et au PLF 2026, on a l'engagement qui est prévu de 2 Canadair. Vous redire, monsieur le député, que la flotte de nos bombardiers d'eau, elle est composée de 12 Canadair. Et nous avons un âge moyen des Canadair qui est de 26 ans. Donc, dans le cadre de la coopération européenne, nous avons mené des négociations avec un certain nombre d'États membres qui ont conduit à commander en 2024 2 Canadair pour un montant global de 182 millions d'euros. Et leur livraison, pour répondre précisément à votre question, est prévue en 2028. Là, nous avons prévu donc 2 nouveaux Canadair qui sont inscrits au PLF 2026 pour un montant de 207 millions d'euros. Et donc, la livraison sont attendues en 2032-2033.
Voilà. Donc je rappelle d'ailleurs que sur la réflexion est en cours sur le renouvellement de la flotte. Ensuite, vous avez évoqué d'autres industriels de l'aéronautique qui produisent des engins, enfin des aéronefs identiques. On a eu l'occasion d'adresser un certain nombre de lettres d'intérêt à certaines sociétés, dont j'ai la liste, elles sont 3. On a adressé un certain nombre de lettres d'intérêt, et donc nous réfléchissons évidemment au renouvellement complet de la flotte. Voilà. Pour les saisons, je rappelle qu'on dispose donc on a 12 Canadair, on a aussi un certain nombre d'appareils Beech, on a des Dash aussi également, et comme vous le savez, on loue un certain nombre d'hélicoptères et d'avions, donc à hauteur de ces 10 hélicoptères et 6 avions qu'on loue et qui peuvent tantôt être projetés donc de l'eau, du matériau, des produits ou des produits spécifiques. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le député. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, avant de poser des questions sur le poids des dépenses de personnel, j'aimerais revenir sur l'interrogation du Président concernant Palantir, le contrat Palantir qui a été reconduit. Est-ce un problème, une question d'ordre technique ou financière? Autrement dit, est-ce qu'ici à la Commission des Finances, si nous avions plaidé pour des crédits supplémentaires, vous auriez été en capacité, enfin vos services auraient été en capacité de choisir une solution souveraine? Non, c'est absolument pas une question de crédit, c'est une question de capacité des opérateurs à répondre à un cahier des charges qui a été fixé, qui est en cours de discussion, c'est vraiment un problème technique qu'on a rencontré dès l'origine. Maintenant, j'aimerais vous revenir sur les questions des poids des dépenses de personnel. Première question sur le stock d'heures supplémentaires qui a été accumulé par la police nationale, non récupéré. Est-ce que vous avez eu, quelle est sa valeur comptable, valorisation comptable, et quelle est son évolution récente? Sur le stock, ce que je peux vous dire, attendez, je reprends ma fiche police, on a poursuivi l'effort de résorption du stock d'heures complémentaires. Je vais vous dire à quel niveau, lorsque j'aurai trouvé ma fiche police sur l'exécuté, puisque c'est quelque chose qu'on a poursuivi. On a fait diminuer le stock en 2025 de près de 4 millions d'heures. Pour un montant, ça nous a coûté 56,1 millions. Donc on a poursuivi cet effort. Et alors justement, c'est la question que je vais vous répondre. On va trouver la réponse sur le stock total. Depuis qu'on a commencé à résorber ce stock, il y a maintenant plusieurs années, à l'époque avec monsieur Gérald Darmanin et même déjà Christophe Castaner. Merci. Sur la question Attendez, parce que là vous n'êtes pas enregistré. Allez-y. Sur la question du poids des dépenses de personnel, donc depuis 2017, elles ont augmenté, à la fois des recrutements et la hausse des rémunérations. Et la Cour des comptes a indiqué que le coût moyen par ETP avait augmenté de plus de 20%, ce qui est évidemment très important. Donc ma question est, est-ce que cette augmentation de 20% se traduit dans les faits en termes d'efficacité du service public? Et est-ce que vous avez des critères pour dire, au fond, on paye mieux et donc on a un meilleur service? Et deuxièmement, sur l'attractivité des métiers. Est-ce que vous avez des éléments pour juger de cela? Sur l'efficacité de l'action publique en matière de police, elle se juge. Il y a plusieurs critères. Il y a 2 indices. Il y a l'impact que ça a sur la délinquance, évidemment. Bon, et c'est les statistiques de la délinquance. Madame la députée Constance Le Gris a rappelé certains des indicateurs qui ont été rendus publics en 2025, où il y a des items où les choses s'améliorent et d'autres où ça devient plus compliqué. Pour faire très simple, sur les atteintes aux biens, on est plutôt dans une phase d'amélioration, même si les cambriolages, les vols de voitures, etc., on est sur des baisses continues, et sur les atteintes physiques aux personnes, on a des augmentations. Voilà, on a des augmentations notamment sur les violences gratuites. Voilà, Il faut que je coupe. Donc considérez-vous, Monsieur le Ministre, que cette augmentation importante depuis 2017 se traduit par une amélioration du service rendu au public? Très bien. Je poursuis mon raisonnement. La réponse est oui. Enfin, on a donc les statistiques de la délinquance, donc sur les atteintes aux biens qui sont en amélioration. Sur les violences aux personnes, pas forcément. On a une inquiétude récente en 2026 sur les vols-violences qui repartent à la hausse alors qu'on était sur un process de diminution significatif. En 2016, dans ce pays,
J'aime bien rappeler les chiffres de temps en temps, parce que ça remet parfois les pendules à l'heure, mais en 2016, il faut savoir qu'on n'était pas loin de 100 000 vols de violence dans ce pays, on est tombé à 50 000 en 2025, n'empêche que ça augmente d'1%. Donc on va être attentif à ça. Moi, je considère effectivement qu'il y a une amélioration de la qualité du service rendu. C'est aussi la perception qu'en ont les usagers. Plus d'effectifs, ça permet de mettre plus de monde sur la voie publique, et donc il y a effectivement une amélioration, il me semble, du service rendu. Merci beaucoup. Sur la trajectoire financière de la LOPMI, elle a été construite sur des hypothèses d'inflation de taux qui étaient ce qu'ils étaient. Vous savez que tout ça est très perturbé aujourd'hui, très modifié. Est-ce que le surcoût actualisé de la programmation a été évalué et quel est son effet sur l'efficacité de ce programme ? En fait, c'est la question que vous posez, c'est la question de la condition de la mise en œuvre de la LOPMI, en fait. Avec l'inflation qui change. Oui, alors donc en vous donnant les grandes marges, les grands ordres de grandeur sur la LOPMI, donc 2023, qui prévoyait l'octroi de 15 milliards de crédits supplémentaires sur 5 années, mais on a dû enregistrer sur ces sommes un certain nombre de dépenses, qui sont venues impacter cette LOPMI, et notamment la prise en compte de l'inflation, qui s'est traduite à hauteur de 1,6 milliard d'euros. Puis il y a eu les mesures salariales interministérielles, donc qu'il s'agisse de mesures internes au ministère ou de mesures à caractère interministériel, qui nous ont grévé de 4,5 millions d'euros. Et puis on a eu un certain nombre de dépenses qui ont été prises au fil des ans sous plafond, donc autre que l'impact de l'inflation et les mesures salariales interministérielles. Je parlais tout à l'heure de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Je parlais de l'incidence d'un certain nombre de cyclones, d'intempéries, Chido, Garance, la saison des feux. Voilà, on a eu un certain nombre de dépenses supplémentaires qui sont venues se gréver là-dessus. Néanmoins, sur ces 15 milliards, on maintient un niveau donc de 7 milliards de gains de la LOPMI qui ont permis de progresser dans nos investissements et dans les recrutements. Voilà, c'est le niveau à peu près qu'on évalue. C'est le niveau à peu près qu'on évalue. Voilà, c'est ça. Évidemment, je tiens ces documents à votre disposition. Le stock restant d'heures supplémentaires, c'est encore 14,6 millions. Voilà, il nous en reste 14,6 à la fin 2025, après avoir apuré des 4 millions dont j'ai parlé. On a apuré 4 sur 18. Absolument. Voilà pour la LOPMI, on pourra vous donner le détail de ces différentes marches, mais qui faisaient partie du deal initial. Il n'y a pas de nouveauté, mais on a eu quand même un coût de l'inflation important, des mesures catégorielles importantes, mais ce qui ne nous a pas empêché de... Par exemple, pour vous donner un exemple, ça n'a pas permis d'honorer chaque année le rythme de renouvellement du parc mobilier tel qu'il était prévu, par exemple. Donc on était sur 3 000 en gendarmerie, 3 000 en police, il y a des années ça a été moins, et des années ça a été plus, comme l'année dont je rends compte devant vous. En 2025, je rappelle, c'est 3 500 police, 4 500 gendarmerie. Bien, vous avez remarqué qu'il y a deux formes. Il y a le côté ping-pong qu'on a utilisé avec le président, et puis il y a le côté... toutes les questions à la fois et réponses. Là, l'idée de l'esprit, c'était plutôt le côté ping-pong. Chacun fait ce qu'il veut. Stéphanie Galzi pour le Rassemblement national, pour 10 minutes pareil. Merci, Monsieur le Président. Pour moi, ce sera deux questions bien distinctes. Monsieur le ministre, dans ma circonscription, dans l'Hérault, j'ai rencontré plusieurs jeunes réservistes. Et le constat est préoccupant. La plupart de ceux qui sortent de formation ne reçoivent pas leur pactage complet. Ils peuvent pourtant être mobilisés et envoyés sur le terrain, mais la totalité de l'équipement indispensable à leur mission n'est pas présente. C'est une situation à la fois incohérente, dangereuse et indigne de l'engagement que ces citoyens offrent à la nation. Un exemple illustre l'ampleur du problème. Un réserviste formé depuis 1 an attend toujours sa carte professionnelle. Certes, cette carte ne l'empêche pas d'être déployée, mais elle révèle un dysfonctionnement administratif profond. Car comment justifier qu'on puisse envoyer un réserviste sur le terrain sans pactage complet, parfois même sans disposer de l'ensemble des documents administratifs nécessaires ? Certains n'ont reçu leur équipement que depuis quelques jours, après des mois d'attente. D'autres n'ont toujours rien
et plusieurs m'ont indiqué avoir dû acheter eux-mêmes une partie de leur matériel sur leurs propres moyens pour compenser les manques de votre administration. Dans le même temps, votre ministère affiche l'ambition de porter la réserve de police à 30 000 membres d'ici 2030, soit 20 000 de plus qu'aujourd'hui. Mais comment croire à cet objectif quand vous n'êtes pas déjà en mesure d'équiper correctement les réservistes actuels? Comment envisager un triplement des effectifs quand le strict nécessaire n'est pas fourni à ceux qui sont déjà engagés? Ma question est donc directe. Comment expliquez-vous ces délais inacceptables, ces incohérences administratives et ce manque de moyens structurels? Et quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour que la réserve de police soit enfin équipée, soutenue et respectée à la hauteur de l'engagement de ses membres? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, Madame la députée, c'est une question extrêmement précise qui est localisée dans le département de l'Hérault. Donc, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on a un objectif fort d'augmenter la réserve. Je le disais tout à l'heure, c'est 6 000 et l'objectif, c'est d'arriver à 40 000 pour la police nationale. Donc, on a des crédits, évidemment, chaque année qu'on dégage pour ce faire. Et il y a effectivement un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été constatés à la suite d'un changement de titulaire du marché de l'habillement, mais qui n'a d'ailleurs pas concerné que les réservistes, malheureusement. Donc on a sous pilotage du cabinet du ministre, on a repris les choses en main et les choses sont de nouveau rentrées dans la normalité depuis maintenant la fin de l'année 2025. Donc je vais regarder ce qui se passe dans l'Hérault au niveau des réservistes. Nous, on n'avait pas connaissance de ces difficultés particulières. Ce que je sais, c'est que en police, sur l'exécution, sur la LFI, je l'avais, il faut que je le retrouve, sur la LFI 2026, on continue à s'engager pour la promotion de la réserve. On veut vraiment monter en puissance sur le dispositif de réserve et je crois que j'avais le montant en police qu'on va de nouveau engager. Je retrouverai après, mais on poursuit les efforts en matière de réserve. Voilà. Et pour l'Hérault, je vais regarder. Allez-y, monsieur. Merci pour votre réponse, monsieur le ministre. En 2025, les missions de sécurité intérieure représentent 25,3 milliards d'euros, soit près de 1% du PIB, pour un résultat qui interroge autant sur l'efficacité que sur la cohérence stratégique de votre ministère. La Cour des comptes pointe une situation préoccupante. Malgré des budgets toujours plus importants, nos forces de sécurité continuent de subir une crise profonde des effectifs et un retard préoccupant dans les investissements structurants. Les départs restent massifs, 12% dans la gendarmerie, 7,5% dans la police nationale. Autrement dit, nous payons plus pour garder moins. Nos forces s'épuisent, tandis que l'État peine toujours à fidéliser durablement ceux qui protègent les Français. Cette fragilité a une conséquence directe, elle asphyxie l'investissement, notamment dans le numérique. En 2025, seuls 2,3% des crédits y sont consacrés. Pourtant, à l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse les pratiques criminelles, où les cyberattaques contre les administrations se multiplient, où les données personnelles de millions de Français sont menacées, ce retard numérique devient un risque stratégique majeur. Vous affirmez vouloir investir l'espace cybercriminel et doter les forces de sécurité d'un équipement à la pointe du numérique. Mais comment atteindre cet objectif lorsque la France reste loin derrière les standards européens et internationaux ? Par ailleurs, les difficultés touchent particulièrement les fonctions administratives, entraînant une double peine. Perte de compétences clés, notamment numériques, réaffectation d'agents opérationnels pour combler les vides, aggravant encore la tension dans les brigades et commissariats. Monsieur le ministre, votre ministère fait aujourd'hui face à une équation impossible, crise des effectifs, retard numérique et pourtant un objectif affiché de 7 300 recrutements d'ici 2027. Ma question est donc simple. Comment comptez-vous réorienter vos priorités budgétaires afin de renforcer durablement l'attractivité de nos forces de sécurité, sécuriser les compétences indispensables et garantir enfin les moyens nécessaires au rattrapage numérique de nos forces de sécurité, sans quoi vos objectifs de recrutement et de modernisation resteront des slogans? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.
Non, sur la crise des effectifs que vous évoquez, on continue à recruter à bon rythme, sans aucune difficulté. Le gardien de la paix, il en rentre en école très régulièrement. Il n'y a pas de difficulté particulière là-dessus pour réaliser les recrutements, comme je le disais, en donnant le chiffre de réalisation par rapport à ce qui était prévu pour la LOPMI. On a des difficultés d'attractivité sur certaines filières qui sont évidentes, qui sont bien identifiées, et notamment la filière judiciaire, où on a lancé un plan de renfort de cette filière d'investigation qui s'est traduit par la création d'indemnités nouvelles, d'indemnités nouvelles, d'ailleurs nous sommes parmi les seuls sur ce PLF à avoir ce type d'indemnité. Et puis surtout, on crée des emplois supplémentaires pour la filière judiciaire, pour de nouveau la rendre attractive, notamment dans les filières qui luttent contre les violences intrafamiliales. Voilà, ça me paraît extrêmement important. Et évidemment, la criminalité organisée. Sur le numérique, on met un certain nombre de moyens. Encore une fois, c'est toujours compliqué de les identifier. C'est pas toujours simple, parce qu'ils sont un peu dispatchés dans plusieurs programmes, mais on continue à investir énormément dans le numérique. Ça reste pour nous une priorité, à la fois pour sécuriser nos systèmes d'information et pour doter nos effectifs des meilleures technologies. C'est que tous les effectifs sont dotés maintenant d'outils néo, d'outils de communication qui permettent d'accéder aux fichiers sur le terrain, et on continue évidemment à déployer ces outils, on continue d'avoir des investissements à très haut niveau, dont je pourrais évidemment vous donner les montants exacts. Voilà. Donc on continue ces efforts de modernisation en police comme en gendarmerie. Allez-y. Merci, Monsieur le Ministre. Je compte vraiment sur vous pour nos réservistes dans l'Hérault. Ils ont besoin vraiment de soutien pour le matériel. Bien, on continue. Ensemble pour la République, je pense que c'était notre collègue qui a aussi pris la parole. On va passer à la France insoumise avec Scheherazade Bentarki. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À la lecture de ce budget, une contradiction saute aux yeux. Vous affichez une ambition forte en matière de sécurité et vous communiquez abondamment sur le renforcement des agents de police et de gendarmes, sur la présence accrue dans les territoires, sur la modernisation du service public de sécurité. Mais quand on regarde l'exécution budgétaire réelle, une autre réalité apparaît, celle d'un État qui gère dans l'urgence, qui sous-investit dans les fondations et qui confond affichage et efficacité. Derrière les annonces et la communication gouvernementale, les mêmes fragilités structurelles persistent, car l'indicateur que vous avez choisi de placer au cœur de votre communication en dit long sur votre conception de la sécurité, une politique davantage tournée vers la visibilité immédiate des forces de police et de gendarmes que vers le renforcement durable de l'efficacité réelle du service public de sécurité. C'est désormais le nombre d'heures de patrouille sur la voie publique. Il est passé de 90 millions en 2023 à 99 millions en 2024, soit une hausse de 10% en un an. La visibilité, soit, mais la visibilité n'est pas la sécurité. Et faire de la présence physique dans la rue l'alpha et l'oméga de votre politique, c'est choisir l'apparence au détriment de l'investissement structurel, celui qui, lui, produit des effets durables. Pour la police nationale, le taux d'élucidation sont globalement orientés à la baisse, alors même que le nombre de victimes de violences physiques et sexuelles est à la hausse. La structure même de ce budget relève votre logique politique. Alors oui, les crédits augmentent, mais ils augmentent surtout pour maintenir sous tension un régime qui est déjà fragilisé. La Cour des comptes le dit elle-même. La surexécution des dépenses de fonctionnement de la police nationale est devenue structurelle et elle ne s'explique pas uniquement par des crises exceptionnelles comme celle des Outre-mer. Autrement dit, votre budget repose sur une logique de sous-budgétisation chronique. Les crédits initiaux ne couvrent pas réellement les besoins opérationnels de la police et de la gendarmerie. Vous sous-évaluez les besoins réels, puis vous revenez ensuite en cours d'année avec des ouvertures de crédits, de décrets, des ajustements successifs pour colmater les brèches. Résultat, vous imposez au Parlement un budget affiché comme maîtrisé, alors même que son équilibre réel repose ensuite sur une gestion d'urgence permanente et des corrections budgétaires successives. Alors, on va regarder l'effet secteur par secteur. Prenons un exemple, le 17.
C'est le premier accès des citoyens aux services publics de sécurité, plus de 10 millions d'appels par an, et pourtant, dans votre budget, il n'existe aucun plan d'investissement clairement identifiable pour moderniser les centres d'opération et de renseignement, pour renforcer les capacités de traitement, pour réduire les délais de décrochage. Un service qui reçoit plus de 10 millions d'appels annuels devrait constituer une priorité absolue. Il n'en est malheureusement rien. Même logique concernant l'accueil des victimes. Le délai moyen de prise en charge au commissariat est passé de 38 minutes en 2023 à 40,5 minutes en 2024. Et rien dans ce budget ne prévoit d'inverser cette tendance. Comment vouloir mieux protéger les victimes tout en laissant se dégrader les conditions concrètes dans lesquelles elles sont reçues? Et pour rebondir sur les conditions d'accueil, parlons aussi de la rénovation des bâtiments employés par les forces de police et de gendarmerie. Selon le rapport des Sénats, les crédits d'investissement de la mission sécurité représentent des crédits de paiement effectivement décaissés, moins de 2% du budget total. Et la gendarmerie nationale elle-même estime que ses besoins d'investissement à 400 millions par an, soit plus du double de ce qui lui est alloué. Le résultat, c'est des projets reportés année après année, des capacités saturées, des infrastructures vieillissantes. Dans ma circonscription, le commissariat de Roubaix illustre parfaitement cette réalité-là. La situation est tellement devenue préoccupante que le bâtonnier de Lille lui-même s'en est saisi en 2022. Les jeunes sont dans des états indignes. Ce n'est pas un cas isolé, c'est le symptôme d'un sous-investissement immobilier chronique que votre budget ne traite pas. Sur le numérique, comme les collègues l'ont dit, la situation elle est plus que préoccupante. La Cour des comptes, dans son rapport de 2025, alerte explicitement sur un risque de décrochage numérique des forces de sécurité intérieures. À l'heure où la criminalité organisée investit massivement le cyber, les réseaux numériques et l'intelligence artificielle, nos agents accusent un retard croissant. Face à cela, les dépenses numériques de votre ministère restent marginales. Une sous-exécution des investissements numériques pour la police nationale et aucun pour la gendarmerie. C'est un angle mort stratégique que ce budget ne corrige pas. Il y a aussi ensuite la question humaine et elle est grave. En 2024, 27 policiers, 26 gendarmes se sont suicidés. Le taux de suicide au sein des agents est structurellement plus élevé que le reste de la population. Et que prévoit votre budget pour y répondre? Les crédits consacrés à la prévention des risques psychosociaux stagnent à 1,6 million d'euros, malgré l'inflation, malgré l'épuisement documenté des agents, malgré les alertes répétées. La Cour des comptes pointe par ailleurs des départs massifs, des difficultés croissantes de fidélisation, un recours de plus en plus systématique aux contractuels. On ne peut pas donner toujours plus aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux personnels administratifs, tout en raisonnant uniquement en logique comptable. Le soutien aux agents ne peut pas se résumer à des discours et doit se traduire en moyens réels. Alors, Monsieur le Ministre, ce budget ne manque pas de discours, il manque de choix, il manque de priorités claires, il manque surtout de courage budgétaire face à des besoins que tout le monde, y compris la Cour des comptes, documente et alerte depuis des années. Alors, mes questions. Êtes-vous prêt à prendre des engagements chiffrés et datés sur la modernisation des plateformes d'urgence, sur les investissements numériques, sur la prévention du suicide pour les agents, sur la remise à niveau du parc immobilier? Ou ce budget restera-t-il une année de plus un budget de façade qui sacrifie l'investissement structurel sur l'autel de la communication politique? Et enfin, quand mettrez-vous fin à cette logique d'affichage sécuritaire, pensée avant tout pour répondre à des objectifs de communication politique et de rentabilité électorale, au détriment des investissements de fonds dont nos forces de sécurité ont réellement besoin, car à force de substituer la démonstration d'autorité à une véritable stratégie d'investissement public, vous contribuez surtout à banaliser les réflexes autoritaires sans jamais traiter durablement les fragilités structurelles de notre service public de sécurité. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je crois que vous décrivez c'est pas qu'un budget d'affichage, hein, c'est vraiment un budget... enfin, là, on est là pour parler de l'exécution en 2025. Et le budget 2026 qui a été adopté n'est pas un budget d'affichage, c'est un budget volontariste qui poursuit les efforts qui ont été les nôtres en matière d'équipement des policiers, en matière d'immobilier. Alors évidemment, il y a des choix qui sont faits compte tenu du contexte budgétaire. Je note quand même que néanmoins, on a pu relancer un certain nombre d'investissements immobiliers, on a pu en mener à terme, on a pu réaliser et engager la rénovation du commissariat de Roubaix, qui est à hauteur de 2 millions d'euros. Donc voilà, il y a un certain nombre de choix qui sont faits et on ne peut pas dire que ce n'est qu'un budget. Nous investissons également. Je le disais tout à l'heure en répondant à Madame la députée Constance Le Grip, on est passé d'une part d'investissement du budget qui était 17%, qui est monté à 22%, et ça englobe évidemment, y compris l'investissement numérique. On ne parle pas que d'investissement mobilier dans ce qui a été dit.
Vous avez évoqué un certain nombre de problèmes qui sont évidemment extrêmement importants et qui ne sont pas du tout loin d'être négligés, qui ne peuvent pas se réduire au volume et au montant que ça représente au budget, notamment sur le traitement des appels 17, où des efforts importants ont été faits, continuent à être faits, notamment sur la prévention des risques psychosociaux, où nous faisons énormément d'efforts dans la police nationale et également dans la gendarmerie nationale. C'est quand même un problème pour nous qui est extrêmement important. Il y a des dispositifs qui se sont mis en place partout, dans toute la police nationale, pour prévenir les suicides. Et sur le délai moyen d'accueil en commissariat, là aussi, il y a des chartes d'accueil, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour faire en sorte que les choses soient beaucoup plus fluides. Voilà, je crois qu'on ne peut pas dire que ce sont des sujets dont on ne se préoccupe pas, même si c'est vrai que ça ne représente pas les masses budgétaires les plus importantes. Mais ce sont des sujets qui sont pris à bras-le-corps dans l'ensemble de nos budgets. Je ne vais pas revenir sur l'immobilier, vous dire tout ce qu'on a fait en 2025, ça figure évidemment au rapport d'exécution, mais on a continué à investir de manière assez significative, me semble-t-il. Sur le bilan de l'action qui est la nôtre, on n'est pas que sur de l'affichage, et bien au contraire, avec des résultats qui augmentent de manière significative. Je parlais en répondant tout à l'heure à monsieur le rapporteur général, évidemment, des chiffres de la délinquance, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on appelle toute la lutte contre la criminalité organisée, qui fait qu'on est passé à près de 57 000 mis en cause pour trafic de stupéfiants, là où on était à 44 000 l'année dernière. Donc voilà, on continue à afficher des résultats, tout en se préoccupant de l'investissement immobilier et du bien-être, évidemment, des personnels de la police et de la gendarmerie. Voilà, sur le 17, j'ai pas de... Oui, je pourrais aussi vous dire, madame la députée, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, comme le 17 cyber, qui diversifie notre 17 pour les victimes de cyberinfractions et qui est un guichet unique le guichet unique pour les victimes, et aussi un contact chat aussi également avec les forces de sécurité intérieure. Voilà, on fait aussi énormément d'efforts et de modernisation pour améliorer la qualité de notre service. Merci. On va passer à Sophie Mette. C'est le même genre d'exercice, mais normalement un peu plus réduit, pour 6 minutes. D'accord, mais sinon j'aurais été un peu, comme vous n'êtes pas tous présents, vous auriez pu récupérer un peu de temps. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez déjà répondu à beaucoup de questions, donc il y aura peut-être un peu de redite et je m'en excuse. Merci pour vos éclairages et les réponses que vous avez apportées aux différentes questions. Avec plus de 25 milliards d'euros exécutés, la question, contrairement à d'autres politiques publiques, n'est plus celle de la hausse des crédits, mais bien celle du pilotage. Et à cet égard, j'aurais 2 questions à vous poser. La première concerne le risque de décrochage numérique. Vous en avez parlé. La LOPMI affichait une ambition technologique historique. Pourtant, en 2025, le numérique ne représente plus que 1,7% des dépenses exécutées. Nous faisons face à une sous-exécution dramatique de 28% dans la police, tandis que la gendarmerie n'avait ouvert aucun crédit d'investissement en programmation. En parallèle, la masse salariale absorbe 82% des crédits. Monsieur le ministre, face au point de bascule annoncé dès 2026 sur les dépenses hors personnel, comment comptez-vous sanctuariser l'ambition technologique de nos forces face à une criminalité de plus en plus cyber? Et ma deuxième question, je voulais vous interroger sur la soutenabilité de vos investissements. D'un côté, la police nationale affiche une sous-exécution massive de 80% de ses autorisations d'engagement immobilière, entraînant le report de projets de commissariat pourtant très attendus. De l'autre, la gendarmerie accélère mais voit ses restes à payer bondir. Au total, la mission sécurité traîne un stock de 6,1 milliards d'euros de restes à payer fin 2025. Cette situation donne l'illusion d'une dynamique d'investissement, mais risque d'asphyxier en réalité les budgets des exercices futurs. Monsieur le ministre, pensez-vous qu'une LOPMI actualisée serait nécessaire? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, madame la députée. Donc,
Dans le cadre de sa note d'exécution budgétaire pour 2025, la Cour des comptes indique que si le ministère de l'Intérieur affiche une ambition dans le champ numérique des FSI, elle considère que ça ne se traduit pas dans l'évolution des crédits. Bon, c'est ce que vous dites un peu en soulignant ce décrochage. Je crois qu'il faut dire, dans un contexte de multiplication finalement des menaces cyber, nous avons confirmé les enjeux numériques pour les forces de sécurité intérieure. C'est quelque chose d'extrêmement important. En 2025, pour la police et la gendarmerie, il y a eu des investissements assez forts dans le numérique. 60 millions d'euros pour la police, 17 millions d'euros pour la gendarmerie nationale en matière numérique, dans des projets aussi divers que cybercrime, le FAED, Pharos, les caméras piétons, les programmes d'appui investissement, Brigade 4.0, la lutte anti-drone. Il faut toujours avoir également en tête que en matière d'investissement numérique, on se heurte toujours à deux difficultés principales. La première, c'est la difficulté à recruter toujours évidemment les bons profils, la disponibilité des supports des recrutements. Et pour ce qui concerne le ministère, on a engagé une démarche aussi de réinternalisation numérique dans le recrutement, et notamment on a dégagé 50 ETP qui ont permis de réinternaliser un certain nombre de prestations numériques. Donc ça, c'est un point extrêmement positif, ce qui nous a permis de réaliser 6 millions d'économies nettes. Voilà, donc pour ce qui est du numérique, on continue évidemment à investir, et entre 2025 et 2024, la progression des chiffres que je vous ai donnés, c'est plus 18% sur le numérique, et on poursuit également cet effort en 2026. Voilà. Sur la question de la nécessité, de revoir la LOPMI. Bon, on arrive effectivement en 2027 à la fin de la LOPMI. On a engagé un certain nombre de travaux. Moi, j'ai pris l'initiative et la responsabilité d'engager un certain nombre de travail pour avoir en tout cas au moins une réflexion programmatique pour le ministère de l'Intérieur, qui débute tout d'abord par une estimation de la menace, une évaluation des menaces, pour essayer de planifier nos besoins sur le long terme. Et ensuite, on travaillera sur le capacitaire. Voilà. Dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, évidemment, il n'y a aucun engagement pris de ma part, mais c'est une réflexion que nous devons avoir. Elle a un caractère de toute façon programmatique, et ces travaux ont été lancés sous l'égide du secrétaire général du ministère et de l'inspection générale de l'administration, avec les directions compétentes. Donc il y a une revue d'effectifs qui est passée, une revue de programme qui est passée, et on aura bien un programme et une réflexion sur ce sujet qui sera de savoir, voilà, il y a des échéances électorales qui arrivent, on verra après 2027 si ce projet voit le jour. En tout cas, il est de notre responsabilité au ministère de l'Intérieur, en toute hypothèse, de lancer cette réflexion, et elle a bien été lancée. Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous vous auditionnons cet après-midi car nous devons évaluer les politiques publiques relatives à l'exécution budgétaire de la mission sécurité. Le rapport spécial démontre que l'exécution budgétaire est globalement conforme à la trajectoire pluriannuelle décidée dans la LOPMI, à l'exception cependant du programme 207 sécurité routière qui apparaît sous-exécuté à hauteur de 23% en autorisation d'engagement et 27% en crédit de paiement par rapport à la loi de finances initiale. Les indicateurs de mortalité routière et les indicateurs d'accidents restent pourtant à des niveaux élevés. Pourriez-vous nous indiquer les raisons de cette sous-exécution? Cette dernière est-elle due à des retards administratifs, à des difficultés opérationnelles ou autres? Autre sujet, nous serons tous d'accord sur ce point, je pense, la route doit être un espace sécurisé et un espace de tranquillité publique. Or, Monsieur le Ministre, comme j'ai eu l'occasion de vous interpeller à ce sujet récemment lors des questions au gouvernement, la multiplication des rodéos urbains empoisonne le quotidien de nos compatriotes. Ces rodéos amènent des atteintes graves à la sécurité de nos concitoyens et à la sécurité de nos forces de l'ordre qui sont régulièrement mis en danger. La loi de 2018, l'extension de la saisie des véhicules, ainsi que les annonces que vous avez faites l'an dernier sur la prise en chasse ont été des avancées importantes sur le plan juridique et opérationnel. Mais en parallèle, il y a sans doute derrière ce phénomène une question de moyens financiers et de moyens matériels accordés à nos forces de l'ordre. À ce sujet, pensez-vous que de nouveaux investissements spécifiques soient nécessaires et surtout au regard de l'exécution budgétaire 2025 et dans le but de préparer le prochain budget, envisagez-vous des investissements supplémentaires et ciblés pour lutter contre les
rodéo urbain, pardon, je vais y arriver, et si oui, lesquels? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la députée. Sur les rodéos urbains, je vais commencer par ce sujet. Il y a effectivement un effort qui est fait sur ce phénomène des rodéos urbains, donc en deux roues, voitures motorisées, qui prend des formes très diverses. Ça peut être dans des jeunes en moto, parfois qui ne sont même pas homologués sur certains quartiers, et on va jusqu'à des rodéos avec des séances de tuning qui sont organisées sur certains parkings, des courses. On a eu encore une blessure extrêmement grave le week-end dernier sur une personne qui a eu le pied arraché sur un accident dans le cadre de ce qui était un rodéo urbain. Est-ce qu'on a besoin de moyens supplémentaires? Sans doute de moyens juridiques. C'est ce qu'on a introduit dans le projet de loi Riposte, en durcissant les sanctions, en durcissant la capacité de saisir le véhicule, en prévoyant une interdiction administrative de conduire tout véhicule terrestre à moteur, y compris ceux qui n'ont pas qui ne sont pas soumis à l'obligation d'avoir un permis. Donc, je ne pense pas qu'il faille forcément des investissements supplémentaires. Je pense plutôt que il faut qu'on durcisse les sanctions, qu'on ait sur ces sujets un arsenal qui soit plus répressif. Sur la question des prises en charge, c'est vrai que sur les prises en charge, les forces de l'ordre ont des instructions précises qui est de lancer des prises en charge en cas de rodéo et notamment de refus d'obtempérer, tout en veillant évidemment à assurer la sécurité de l'équipage et de la personne qui est poursuivie. Ça reste la règle, mais on demande quand même à ce qu'il y ait effectivement ces prises en charge. Voilà, je pense que c'est plutôt dans la réponse qu'on apporte, à la fois pénale, administrative, et dans la réponse sur le terrain, dans les interventions systématiques sur les rodéos urbains que l'on peut évoluer. Sur les rodéos urbains, oui, juste, il y a effectivement un véritable enjeu. Les infractions enregistrées entre 2018 et 2025 ont été multipliées quasiment par 7. Donc voilà, on était à 767, on est passé à 5000 en 2018 et on est passé à 5217 en 2025. Sur la première question que vous m'aviez posée, sur la sous-consommation du programme sécurité routière du 207. Donc il y a eu effectivement un ajustement qui a été pratiqué par rapport à l'enregistré, au constaté de l'année dernière, mais honnêtement c'est assez marginal car les vrais moyens en fait ils sont dans le CAS en fait en réalité. Et la modélisation des crédits, la mobilisation des crédits est assez forte. Voilà. Donc on reste très concentré sur ce programme également sécurité routière, sur ce programme 207. Voilà, je crois que vous vouliez compléter. Madame Gérard. Oui, juste une petite précision. En fait, le commissaire de police nationale de Roubaix me dit que les difficultés de ces agents, c'est qu'ils ont du mal à qualifier le côté répétitif du rodéo. Et pour qu'il y ait rodéo, il faut qu'il y ait répétition. Et ils ont souvent du mal à qualifier cette répétition. Et donc, du coup, à sanctionner. Oui, enfin, après, en soi, c'est une infraction. Donc, voilà. Donc, en soi, c'est une infraction. Vous avez parfois la mise en danger de la vie d'autrui, non-respect des obligations de sécurité, voilà. Donc, voilà. Comme je vous ai sous la main, je me permettrai deux petites questions plus qualitatives. Il y en a une, c'est un lien avec les questions qu'on vous a posées, où vous avez répondu, j'allais dire, par des données un peu quantitatives, c'est-à-dire en lien avec le méga-feu qui a eu lieu dans l'Aude et les prospectives par rapport à, vu le réchauffement et vu les années de sécheresse qu'on peut prévoir, les incendies à venir. Est-ce que vous avez fait des études un peu prospectives en imaginant le même type de méga-feu qu'il y a eu l'an dernier, ou si de mémoire, on a quand même été pas loin de rassembler dans l'Aude une bonne partie des capacités anti-incendie qu'on avait sur le territoire, et si dans le même temps se produit le même type de méga-feu ou plusieurs feux de taille importante qui valent les mêmes moyens. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Parce que ça, c'est pas complètement exclu. Est-ce que vous avez des travaux sur ce genre de choses? La capacité à faire face à plusieurs événements de même nature. Oui. Oui, absolument, bien sûr. Et donc? Bien sûr, on fera face, bien sûr. Bien sûr, non, mais on se prépare toujours à une multiplicité d'événements, bien sûr. Oui, mais excusez-moi, mais si je repose la question, c'est que le méga-feu de l'Aude, je l'ai connu pas loin d'être en direct.
Et sauf si vous me dites l'inverse, on sait que beaucoup de pompiers venus de beaucoup d'endroits se sont rassemblés, y compris les moyens Canadair. Donc j'ai du mal à penser que le même type de feu au même moment, vous me dites on fait face, comment on fait face ? Oui, c'est ça qui m'intéresse. Là, Monsieur le Président, vous me c'est pas une question piège. Hein. Non, mais justement, ça demande quand même un peu de recul et d'analyse. Quand il y a un feu comme ça de cette importance, il y a effectivement les pompiers locaux, il y a des colonnes qui sont constituées de SDIS, ce qu'on appelle des colonnes de renfort, qui sont constituées, qui interviennent, et puis il y a les moyens nationaux. On a un certain nombre de moyens nationaux qui interviennent, dont ceux dont on a parlé, les Canadair et d'autres, des forces de sécurité civile, avec une stratégie qui consiste à essayer d'arrêter le feu dès le départ, le plus vite possible. Donc déjà, vous avez une stratégie qui est claire, qui est très opérationnelle, et on mobilise des moyens nationaux. Voilà. Donc et on ne cesse de renforcer nos effectifs. On a créé, par exemple, le quatrième qui monte en puissance, le quatrième Formisque de Libourne. Voilà. Mais évidemment qu'on travaille à des scénarios. Le scénario du pire est toujours envisagé, mais ce qui compte, c'est d'intervenir le plus vite possible et d'éviter qu'on se retrouve à gérer plusieurs sinistres en même temps. Vous savez comme moi que c'est pas tout le temps possible d'atteindre l'incendie dès le départ. J'ai une deuxième type de question. Il y a plusieurs affaires récemment dans pas mal de villes sur des violences, parfois même des décès dus à des trafics de drogue. Et puis il y a aussi des réussites. Et je le sais pertinemment parce qu'il y a une des villes qui est dans ma circonscription sur l'extinction de points de deal suite à des opérations de police sur le long terme menées de manière très volontariste. Je pense à Saint-Ouen. Comment vous choisissez aujourd'hui ce type d'intervention par rapport aux villes qui subissent le même genre de situation ? Parce que mon impression, c'est qu'à certains moments, il n'y a pas le même genre de forces qui sont déployées par rapport à telle ou telle ville. Alors je dis pas peut-être que c'est pas possible de le faire en même temps sur toutes les villes, mais comment vous choisissez ça ? Quels sont les éléments déclencheurs pour le retenir ? C'est un travail d'investigation des forces de sécurité sous l'autorité des parquets. Parce que pour être efficace en matière de stupes, il faut démanteler complètement les réseaux. C'est ce qui a été fait à Saint-Ouen, que vous citez, qui montre d'ailleurs que le narcotrafic n'est pas une fatalité. Saint-Ouen, il y avait 7 points de deal importants, vous connaissez ça très bien. On échangeait d'ailleurs à l'époque lorsque j'étais préfet de police. Il faut démanteler le réseau de A à Z, et c'est ce qui a été fait à Saint-Ouen, c'est ce qui a été fait dans d'autres quartiers. C'est des choix d'investigation des policiers qui les proposent au parquet. Après, tous les ministres de l'Intérieur, et je continue dans cette veine, ont aussi eu l'intention, un peu aussi, d'orienter les services d'enquête. C'est-à-dire que c'est quand même toujours mieux de privilégier, de cibler en priorité les réseaux qui enquiquinent le plus la vie des gens. Voilà. Ce sont des plans qui ont été lancés maintenant il y a plus de 10 ans, donc qui ont pris des noms divers et variés. Ça s'est appelé l'approche globale à Marseille. En Seine-Saint-Denis, il y a eu le plan pour la Seine-Saint-Denis, où le choix qui est fait, et qui est proposé au parquet, parce qu'au final, c'est les parquets qui décident, mais le choix qui est fait, ça ne peut pas être qu'un choix qui repose sur le côté lucratif du point de deal, le fait qu'on va interpeller plus tard. Ce qui compte aussi, c'est de débarrasser nos concitoyens des deals là où ils créent le plus de nuisances. Ça, c'est un élément important qu'il ne faut pas oublier dans la politique publique de lutte contre la criminalité organisée. Et donc, il y a des choix qui sont faits, effectivement, sur un certain nombre de points. Quand vous avez des points où vous avez une multiplication de règlements de compte et de nuisances, oui, un certain nombre de choix qui sont faits, et on essaie d'orienter l'action policière en priorité sur ces territoires, en lien très étroit avec les parquets. Ok, on discutera, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres endroits où le choix, c'est tout aussi enquiquinant pour les populations, il n'y a pas forcément les mêmes forces déployées, mais on en discutera. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à toutes les questions. Et, chers collègues, on se retrouve, je ne sais pas quand d'ailleurs. Bon, pas très grave. On se retrouve, en tout cas. Merci. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.